surtout les mesures d'accompagnement d'État, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup, M. Eldindi. Vous me connaissez en partie probablement comme, disons, conseillère technique principale de ce programme AGIR, appui à la gestion intégrée des ressources en eau de la coopération allemande. Je peux, avec une fierté, vous dire que depuis le décembre passé, nous sommes une coopération tripartite parce qu'on a aussi un cofinancement maintenant du côté de la coopération suisse. Et alors, c'est pour cela aussi que nous avons parmi les présentateurs aujourd'hui quelques très bons représentants aussi de ce pays-là qui peuvent aussi contribuer encore de leur expertise. Notre programme AGIR a pour objectif principal l'amélioration de la gestion durable et intégrée des ressources en eau au Maroc, avec pour l'instant 5 composantes. C'est l'appui à la modernisation des ABH et du département de l'eau, la préservation des eaux souterraines, la gestion des eaux pluviales, la valorisation des eaux usées et l'élaboration et la mise en œuvre des plans GIR locaux qu'on va lancer en coopération avec nos collègues de la Banque allemande de développement KfW. Maintenant, dans cet axe de valorisation des eaux usées, on a commencé à travailler sur cela déjà, ça fait presque 4 ans. En adoptant un concept de l'assainissement écologique. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a le retard énorme, pas seulement au Maroc, mais dans le monde entier, en ce qui concerne l'assainissement, à la fois urbain, mais aussi dans le milieu rural. C'est pas seulement parce que peut-être on l'a négligé un peu dans le passé, mais parce qu'il y a aussi un concept, disons, linéaire qui a été adopté de tout simplement collecter tous les déchets, de les mélanger encore avec les eaux potables, de les déverser quelque part dans le milieu naturel avec un traitement malheureusement en général plutôt inexistant ou pauvre et en tout cas aussi trop coûteux pour vraiment servir partout dans le monde pour atteindre un niveau de protection de l'environnement et de la santé convenable. C'est-à-dire, on a plutôt une pollution du milieu naturel, surtout des eaux récepteurs. On a aussi l'appauvrissement de la fertilité des sols parce qu'on consomme, disons, les matières nutritives, on les exporte avec la nourriture pour être consommée en ville et alors on le rejette plutôt dans le milieu aquatique au lieu de le recycler dans le milieu agriculture. Il y a aussi les problèmes avec l'assainissement autonome conventionnel parce que partout où il y a une densité un peu plus importante de la population, il y a aussi un risque de pollution des eaux souterraines. Il y a aussi les problèmes de gestion des latrines. Il y a un problème avec la gestion du contenu des fosses, même si peut-être les gens y disposent d'une telle latrine ou d'une fosse septique, alors il y a dans le monde entier, les cas sont plutôt rares où il y a aussi un système fonctionnel de vidange, de collecte, de traitement, de mise en décharge ou de réutilisation de ces bouts de vidange. Et il y a aussi, en principe, on adopte plutôt le mécanisme de séparer les solides et liquides. Les solides, on cherche à retenir dans les fosses. Les liquides, on cherche à les infiltrer dans le sous-sol avec les nitrates, avec les virus, avec encore d'autres agents actifs. Ça veut dire qu'il y a, c'est pas non plus une solution qui est pérenne. Maintenant, cette approche d'assainissement écologique, ça cherche plutôt à revenir, disons,
idées aussi réalisées par nos ancêtres, de ne pas gaspiller les ressources, comme on ne va pas le faire pour les vaches. Là aussi, on ne va pas décharger ou rejeter leur fumier dans le cours d'eau, mais on va plutôt le recycler pour améliorer la fertilité des champs. Et l'approche d'assainissement écologique, ça cherche à adopter le même principe, bien sûr, toujours en respectant les conditions d'hygiénisation avant de leur réutilisation. Bon. C'est ça maintenant, en principe, cette vision de l'assainissement écologique. On va, au lieu de décharger ou de rejeter les déchets humains dans le milieu aquatique, on va plutôt s'organiser pour, disons, les collecter, les traiter et les recycler pour les diverses utilisations appropriées. Pour cela, aussi, au niveau international, il y a différentes orientations stratégiques et aussi au niveau national, déjà depuis 2009, le Maroc a adopté dans la stratégie nationale de l'eau cette même philosophie que déjà Mme Jouard elle a présentée, que le Maroc aussi s'est mis comme objectif de réutiliser les eaux usées et purées. Au niveau international, c'est cette directive de l'OMS et de la FAO qui a été citée aussi par M. Bahavi, qui aussi recommande cette réutilisation, pas seulement pour la préservation de la santé envers, disons, ces agents pathogènes, mais aussi pour améliorer la condition de la productivité des terrains pour assurer la production des aliments pour nombre des populations dans le monde qui est en train d'augmenter chaque jour. Il y a aussi des recommandations plutôt techniques des réseaux ou des organismes internationaux comme le UN Water ou la Sustainable Sanitation Alliance, par exemple. Bon, les bénéfices, c'est un environnement propre. C'est aussi, on a eu la question du côté de l'eau-nez, je crois, quel est l'objectif de la réutilisation, par exemple, dans le dessert. Hein? Si on a très peu de l'eau qui est produite comme eau usée, alors est-ce que ça vaut la peine ou non? Il faut penser que ce n'est pas seulement l'eau que nous discutons, mais nous discutons aussi les matières organiques, les matières nutritives qui sont représentées par les excréta, par les matières fécales, par les urines. Alors là, il y a un pouvoir, disons, de les réutiliser pour maintenir la fertilité des sols. Et vous voyez ici, dans les témoins, par exemple, du maïs, alors l'impact vraiment très important sur l'augmentation de la productivité des terrains. Il y a aussi encore une autre forme de réutilisation des déchets organiques sous forme de la production de l'énergie renouvelable. Hein, ça veut dire on peut, à partir des eaux usées ou à partir des boues ou à partir des matières fécales, on peut aussi produire à travers un processus de biométhanisation, on peut produire du biogaz qu'on peut aussi transformer en énergie. Si on regarde, seulement pour vous démontrer, disons, l'ordre de grandeur duquel nous parlons, hein, alors si on compare la quantité des matières nutritives excrétées par la totalité des êtres humains sur notre Terre, c'est à peu près 40% de la consommation globale en engrais minéraux. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment une quantité pas du tout négligeable, hein, et alors avec une valeur approximative de 40 milliards d'euros par an. Hein. Ça veut dire, au lieu, ça c'est quelque chose que nous
dans cet assainissement classique, hein, nous rejetons comme déchets liquides dans le milieu naturel ou dans la mer, au lieu de bien les utiliser. Si on regarde ça pour le Maroc, hein, alors on peut estimer avec les 700 millions mètres cubes par an qui sont produites ou qui vont être produites comme eau usée, hein, si je estime seulement une valeur à peu près de 0,5 € par mètre cube qu'on aura besoin pour au minimum, hein, probablement c'est même plus que 1 € par mètre cube que j'ai besoin pour une station de désalination, hein. Alors c'est déjà une valeur d'à peu près 400 millions € par an au minimum, hein. Si je calcule encore la valeur en engrais, en NPK, hein, c'est environ 200 millions d'euros par an la contre-valeur de ces matières, et encore une valeur potentielle de biogaz que je peux produire de 100 millions d'euros par an. Alors c'est seulement pour vous démontrer que ce n'est pas seulement un programme national qui va nous coûter cher, peut-être pour la réalisation, le PNAR, mais ça nous offre aussi un potentiel pour la création des chaînes de valeur. Bon, en plus des études qui ont été menées par des organismes internationaux, ils ont aussi démontré que les investissements dans l'assainissement, ça rend aussi les investissements dans l'éducation plus efficaces, parce que les filles restent dans l'école et on ne va pas l'abandonner. Et aussi parce qu'on protège les ressources en eau, on augmente l'efficacité des investissements dans l'approvisionnement en eau, aussi les revenus de tourisme par exemple. Et ils ont tout ensemble, je crois, il y en avait des études qui ont démontré que chaque euro qu'on investit, ça va reporter, selon les conditions des différents pays, 3 jusqu'à 40 € comme bénéfice pour l'économie nationale. Hein? Bon. Ça, c'est seulement un petit exemple que déjà en 2006, aussi au sein du siège de notre organisation, de la GIZ, là aussi on a adopté, bon ça c'est pas le rural, c'est le milieu urbain bien sûr, mais là aussi on a adopté une approche d'assainissement écologique pour le recyclage des eaux usées. Bon. Maintenant, qu'est-ce que notre programme concrètement a fait jusqu'ici dans cette thématique au Maroc? Alors, nous avons, dans cet axe de valorisation des eaux usées, on a organisé des formations sur cette thématique. On a aussi élaboré un certain nombre des études de faisabilité, des études de recherche, des études de manuels de construction, des guides de réutilisation, etc. On a aussi réalisé des projets pilotes, ça veut dire à Daïk Ifra, ça va vous être présenté encore après par M. Piatti. Nous sommes en train de lancer d'autres projets pilotes maintenant au Toubkal, à Chouirich, c'est à côté du barrage d'Alatakakous, et dans d'autres sites du Maroc, surtout pour tester et démontrer différents types d'approches technologiques, comme Cédric il vient de le dire. Alors il y a toujours ce gap entre, en principe, disons, le traditionnel existant pour le milieu rural et ce qui est bien pour le milieu urbain. Et en principe, il faut encore des efforts de recherche, des essais, de démonstration pour voir comment on peut couvrir ce gap. Bon, on a aussi élaboré une étude stratégique sur la valorisation des eaux usées et des produits qui sont représentés par les déchets humains. Ça aussi va vous être présenté
par la suite par Nina Runge de l'Institut de IFAS. Aussi le IAB était dans cette étude. On a aussi commencé le développement de la production locale des éléments technologiques comme les toilettes à séparation d'urine, les biogaz préfabriqués. Peut-être vous avez pu remarquer ça ici devant la porte. Il y a plusieurs modèles des toilettes maintenant de production locale. Il y a aussi une installation de biogaz directement en face de la salle. C'est un premier prototype qu'on vient d'importer de la Chine, mais nous sommes en train de discuter aussi la production locale avec des entreprises marocaines. Et finalement, nous avons aussi des mesures d'appui pour ce développement du PNAR avec plusieurs actions. Comme formation, nous avons ici déjà en 2009 organisé les premiers ateliers de formation à Agadir sur l'assainissement, l'épuration et la réutilisation des eaux usées. L'année prochaine, on a organisé à Daït Ifra quelque chose de très particulier parce que c'est un atelier de construction qu'on a organisé avec une soixantaine de participants où chaque matin on a fait les cours théoriques et les après-midi les participants ont eu l'occasion de participer eux-mêmes aux différents chantiers des constructions qui ont été en cours, ce qui était une très bonne expérience. Tout cette, la documentation, vous trouvez en ligne sur notre site web. On a fait plusieurs études de faisabilité pour le captage de biogaz de la steppe de Mzar, par exemple, aussi pour la steppe de la Taumia, où il existe déjà un traitement par UASB ou RAFIND, où on a fait une étude comment on peut utiliser le biogaz déjà produit. Pour la steppe de Oulet Ayat, on a fait une étude sur la mise en eau et la réhabilitation de cette steppe, aussi en adaptant les processus d'épuration. Pour la réutilisation et aussi pour Ben Belal, on a fait une petite étude sur le traitement anaérobie. Nous sommes en train d'élaborer plusieurs manuels de construction, notamment pour ces différentes ou quelques différents types d'assainissement écologique rural, pour contribuer à couvrir cette gap, par exemple pour un guide de dimensionnement pour les filtres végétalisés, pour les filtres plantés, aussi pour les installations de biogaz, pour les salles de bain avec toilettes à déshydratation et séparation d'urine. Et aussi, on a un reportage photo sur la construction des installations Ecozan à Daït Ifra très détaillé. Nous sommes aussi en train de travailler sur des manuels de réutilisation. Comme je dis, ce n'est pas seulement les eaux qui nous concernent dans le milieu rural, mais c'est aussi d'autres produits d'assainissement écologique comme les urines, les matières fécales, les goûts, les digestions par exemple. Et sur cela aussi on travaille et on a déjà les premiers brouillons. Disons, le concept ou la vision que nous avons, c'est plutôt aussi dans le milieu rural qu'il ne faut pas mélanger les eaux pluviales avec les eaux usées. Que les eaux industrielles, bon, on dit peut-être ça n'existe pas beaucoup dans le milieu rural, mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. Alors il y en a 40% à peu près aussi des eaux ou des industries au Maroc qui sont plutôt à trouver dans le milieu rural. Et il y en a les huileries, il y en a les abattoirs, il y a les sucreries, il y en a d'autres. Ça, il faut de préférence pas mélanger avec les eaux usées domestiques, mais les traiter séparément. Et en ce qui concerne le traitement et la réutilisation, en principe, il faut toujours d'abord se demander quel est mon objectif de réutilisation et en fonction de ceci, je peux définir quel est le niveau de traitement dont j'ai besoin. Hein. Par exemple, si je veux tout simplement utiliser mes eaux usées
pour la production de biomasse, par exemple un champ de bambou ou un autre type de biomasse. En principe, ça me suffit déjà un traitement mécanique. Mais si je veux recharger la nappe, il me faut tous les étapes de traitement jusqu'à la désinfection et l'élimination des éléments nutritifs. Bon, les projets pilotes, ADA et IFRA, ça va vous encore être présenté. Dans la vallée du Dades, nous sommes en train de lancer un autre projet en coopération avec l'Union européenne, avec un financement à travers d'un projet qui s'appelle SWIM. Là, en principe, on a l'objectif de développer une approche d'assainissement écologique rural et de gestion des eaux pluviales pour tout un village. Nous sommes aussi en train de discuter avec le ministère des Abous sur l'intégration de ces approches dans la construction d'un musée de l'eau qui va être faite à Marrakech. Et aussi pour une commune autour de technologies, par exemple avec les plantations de biomasse, avec aussi l'utilisation des éléments préfabriqués pour le biogaz et d'autres choses. Aussi avec le Haut Commissariat des eaux et forêts, nous discutons cette valorisation des eaux usées pour la production du bois. Hein? Ce qui est quelque chose de très chic parce que comme ça, vous pouvez remplacer une station d'épuration classique par un tel système. Cette étude sur la valorisation va vous être encore présentée après. En ce qui concerne la production locale, on a déjà lancé maintenant cette production des toilettes à séparation d'urine, aussi en tenant compte des habitudes musulmanes de lavage anal. Ça, ce sont différentes unités de digesteurs préfabriqués où nous sommes en train de discuter à la fois, disons, les citernes souples et leur utilisation, comme vous le voyez ici devant la porte, et aussi les citernes en polyéthylène. Maintenant, peut-être vous vous demandez qu'est-ce que nous avons ici à voir avec le PNAR. En principe, c'est une action entre le ministère de l'Intérieur, financé par l'Union européenne, mais en même temps, le département de l'eau, le ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement avait aussi lancé une requête pratiquement identique envers la coopération allemande et nous avons aussi obtenu un financement de cela. Comme ça, nous avons pris la décision de plutôt, disons, agir ensemble et on s'est partagé un peu les tâches. L'Union européenne et leur équipe, ils sont en train d'élaborer disons, le PNAR proprement dit, et nous avons dit on va organiser des mesures d'accompagnement, comme par exemple cet atelier de partage, parce que, disons, l'équipe de l'Union européenne, ils n'ont pas beaucoup de temps malheureusement pour l'élaboration de leur étude. Comme ça, on s'est dit alors déjà pour leur livrer des bonnes informations, mais aussi de partager entre les différentes institutions marocaines l'état actuel des développements de le milieu rural, c'est quelque chose de bien. On va aussi organiser ces 3 groupes de travail techniques pour financement et institutionnel. On a aussi prévu d'organiser des voyages d'études, soit au niveau local, soit international. Ça veut dire là aussi, nous sommes ouverts pour les propositions. Si vous dites alors, on veut bien faire connaissance avec cette approche qu'on a appris, qui est réalisée quelque part, on peut voir si on peut aussi en tenir compte. Nous travaillons aussi sur un guide national ou un catalogue des bonnes pratiques sur l'assainissement et la réutilisation en milieu rural pour donner en principe déjà les outils prêts à la main pour les praticiens, pour les décideurs après. Et à la fin aussi, on va organiser encore un atelier comme celui-là. Bon.
À la fin de ma présentation, je veux encore mentionner qu'à mon avis, il faut dans le PNAR aussi tenir compte de la gestion des eaux pluviales, et c'est même dans les termes de référence, parce que souvent les eaux pluviales sont aussi mélangées encore avec les eaux usées, ça augmente encore le volume, ça augmente aussi, disons, les problèmes pour les milieux naturels. Et par contre, il y a des bonnes pratiques à appliquer à n'importe quelle échelle, soit en milieu rural, soit en urbain, qui peuvent en principe déjà résoudre ce problème aussi à la source, respectivement aussi valoriser ces eaux pluviales pour l'usage domestique ou pour, disons, la recherche de la nappe, par exemple. Là aussi, nous avons organisé des formations et nous travaillons sur la modélisation de la gestion des eaux pluviales et la réalisation des projets pilotes. On a fait un premier atelier de formation en 2011 à Agadir. Là aussi, vous trouvez la documentation en ligne sur notre site web. Il y en a beaucoup des pratiques, des bonnes pratiques, je dis, pour la gestion des eaux pluviales avec les réservoirs, les méthodes, les puits d'infiltration qui peuvent facilement aussi s'intégrer dans le milieu rural ou qui sont déjà là parce que c'est en principe des techniques plutôt aussi ancestrales du Maroc, hein, mais qui dans les derniers décades ont plutôt la tendance de disparaître. Hein. Il faut aussi plutôt les revitaliser. Hein. Il y a aussi les bonnes pratiques, disons, agriculturales pour la gestion des eaux pluviales, hein, qu'on peut en principe faire la promotion en même temps. Bien sûr, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut appliquer même au centre-ville. Ici, nous avons fait avec la DAPE une étude sur l'application de toutes ces technologies pour le bâtiment de la DAPE. Et vous voyez en principe les résultats aussi sur le bilan d'eau avec l'état actuel de ce bâtiment. Et si on applique pour les bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales, de l'utilisation des eaux pluviales par exemple pour la chasse d'eau, pour aussi le traitement local des eaux usées, pour les réutiliser pour l'irrigation, alors le bilan va être nettement mieux. Bon, je vous remercie beaucoup.